Bien, rebonjour à tout le monde. Pour décliner ces regards croisés sur l'aventure aérienne, nous avons la chance d'avoir deux brillants économistes avec nous. Mathieu Blondel, vous êtes directeur associé chez Arthur D. Little. Vous êtes l'auteur de nombreux rapports sur le transport et notamment le dernier en date, Enjeux et perspectives de l'aviation générale et de l'aviation d'affaires. C'est un document qui a déjà eu une excellente notoriété dans la filière du transport aérien. Paul Chiambaretto, vous êtes professeur de management stratégique à Montpellier Business School. Vous êtes aussi directeur de la chaire Pégase et auteur avec Emmanuel Combes du livre « Le transport aérien, édition La Découverte », un livre qui fera date parce qu'il représente une excellente et très riche synthèse sur ce que constitue le transport aérien. Vous êtes tous les deux aussi, je me permets de le dire, intervenant à l'Université du transport aérien, UTA, une formation professionnelle de l'ENAC, en partenariat avec d'autres écoles européennes. Je vais vous poser la première question. Cette troisième édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole aborde la question de l'attractivité du secteur aérien pour les jeunes qui s'engagent sur la voie professionnelle. La conquête du ciel, jusque-là, c'est un mythe fondateur. La conquête du ciel a autant contribué à faire rêver la jeunesse, et la séance qui nous précédait vient d'en parler de façon excellente. Cette conquête du ciel aura contribué à faire rêver la jeunesse qu'à transformer la planète. Qu'est-ce qui, à vos yeux, serait susceptible aujourd'hui dans cette histoire, alors selon le comptage, Clément Adler ou les frères Wright, qui a maintenant 120 ans ou 133 ans, de redonner envie de participer à la construction d'un futur toujours audacieux et désirable de la filière aéronautique et spatiale pour les jeunes générations. Comment peut-on reprendre ce mythe fondateur? Autrement dit, que faut-il penser, que faut-il puiser dans ce mythe fondateur pour l'appliquer aux enjeux contemporains? Le socle de l'attractivité demeure solide, mais il s'effriterait. Quelle facette, selon vous, l'aérien doit-il travailler? Quelle facette doit-il soutenir? Paul. Merci beaucoup pour cette invitation déjà. En effet, le transport aérien s'est construit autour de mythes tout au long finalement de ces décennies, de mythes ou en tout cas de phases. D'abord déjà voler, décoller, après il y a eu des questions de record de vitesse, de record d'altitude, aller toujours plus loin. Puis finalement, après la Seconde Guerre mondiale, c'était une question de rôle de sécurité, puis des enjeux en termes de démocratisation. Et là, actuellement, on rentre en effet dans une phase qui est assez intéressante depuis le début des années 2000, qui est celui de la réduction de l'empreinte environnementale du transport aérien. Ce qui est assez structurant en fait dans ce secteur, c'est que ces différentes phases, ces différents mythes, étaient structurés autour de personnes, de symboles. Et actuellement, la grande difficulté du transport aérien, c'est qu'il n'y a personne pour la représenter. Est-ce que vous connaissez un individu, une personne, un homme, une femme, qui représente le transport aérien? C'est difficile, vous voyez. À l'inverse, qui va pouvoir représenter l'esprit du New Space? Elon Musk, par exemple. Vous voyez, chaque secteur va avoir quelqu'un qui va pouvoir l'incarner. Et en fait, avoir un individu, avoir une personne qui va pouvoir incarner un secteur, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir en fait attirer des talents. Ça va permettre justement à ces jeunes de s'identifier dedans. Ça a été le cas par exemple pendant toute la génération 90-2000 sur toutes les personnes qui rêvaient d'être le nouveau Steve Jobs. Et ça a généré toute une série de nouveaux entrepreneurs sur Internet. Mais finalement, nous dans l'aérien, on a Bertrand Piccard par exemple, mais a priori tout le monde n'a pas la chance de devenir Bertrand Piccard ou n'a pas ce passé historique, ce passé familial. Et donc comment finalement inspirer les jeunes? Et je pense que c'est quelque chose à travailler. On a une vision qui est très technique, très chiffrée des défis aéronautiques, mais en fait, on oublie d'y mettre de la chair, d'y mettre des émotions. Et c'est aussi ça qui va pouvoir attirer les jeunes. Mathieu? Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vient de dire Paul. Le sujet de l'incarnation est absolument clé. Derrière cette incarnation, il faut quand même avoir en socle, je veux dire, ces mythes fondateurs dont tu parlais, Francis.
L'aviation, si on revient aux bases de l'aviation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait passer au-delà ou voire abolir des frontières de toutes sortes. Des frontières techniques, des frontières géographiques, même des frontières économiques. Quand on voit qu'on vole pour quelques centimes au passager kilomètre, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et donc c'est repousser ces frontières. On a le sentiment que le New Space, vous l'avez mentionné, finalement c'était The New Frontier, aller chercher une nouvelle frontière. Le militaire a trouvé dans les drones sa nouvelle frontière, la dronisation de l'air. L'aéronautique civile n'a pas encore trouvé sa nouvelle frontière, en tout cas, et n'a pas cette image-là. Alors ça commence, ça frémit, on voit des startups qui se lancent, on voit des innovateurs, des pionniers, mais je pense que cet esprit pionnier, il faut l'encourager, le faire vivre et le mettre en avant. Et derrière l'incarnation, il y a aussi la notion d'image. On a vu juste avant, en fait, de très très belles images sur l'aviation. On en voit de moins en moins aussi. Et donc, il y a cette logique de nourrir ce mythe fondateur et de ne pas retomber dans, finalement, l'aviation. Très récemment, c'est quoi? Ce n'est pas au service des hommes, ce n'est pas faire tomber les frontières au service des hommes, mais finalement, c'est apporter la pandémie en quelques semaines. C'est obérer le futur climat de la planète. Vous voyez, l'image s'éternit. Donc il y a une vraie notion d'image et les mythes fondateurs sont extrêmement puissants. Il faut que l'aéronautique civile bascule là-dedans. L'espace l'a fait, le militaire est en train de le faire. À l'aéronautique civile de trouver ce relais d'image et ce relais d'incarnation. Alors, pour rester sur cette première question, qu'est-ce qu'il faudrait que le secteur aérien fasse pour justement être à la hauteur des autres secteurs et pouvoir réutiliser, d'abord en les caractérisant mieux, les éléments, les composants de ce mythe fondateur? Une des problématiques en fait, du secteur aérien, c'est qu'il y a beaucoup d'autocensure. Quand on pose la question chez les jeunes, donc les moins de 25 ans, est-ce que vous êtes prêt à envisager une carrière dans le transport aérien, l'aéronautique, le spatial? Vous avez entre 30 et 40% d'entre eux qui vont dire qu'en fait, ils n'ont pas envisagé une carrière dans ce secteur parce que c'était trop compliqué, parce que c'était réservé à une élite, parce qu'il fallait parler anglais. Et en fait, on a une vision qui est assez élitiste, finalement, de ce secteur. Alors, avec au passage, un petit point important, un écart de 10 points dans les réponses entre les garçons et les filles. Bien évidemment, les filles étant encore plus sensibles à ce phénomène d'autocensure. Et l'implication, finalement, c'est qu'on passe à côté de véritables talents. Et donc, un point qui est important, c'est de montrer que le transport aérien, l'aéronautique, est à la portée de tout le monde. Je me faisais la réflexion avec quelques collègues ce matin, mais le mot management ou le mot gestion n'a pas été prononcé une seule fois de la matinée. Pourtant, autant, a priori, toutes vos entreprises, vous avez des RH, vous avez des contrôleurs de gestion, vous avez tout un tas de métiers, finalement, qui sont des métiers qui peuvent être pratiqués dans tout un tas d'entreprises. Et les contraintes, finalement, de l'industrie aéronautique, c'est certes sur des métiers techniques, mais c'est aussi sur ces profils-là. Et ce sont des profils qui peuvent aller très rapidement d'un secteur à l'autre. Et en fait, il y a énormément de personnes qui, moi je le vois sur mes propres élèves en école de commerce, qui se disent, mais en fait, jamais je ne pourrais rentrer en tant que contrôleur de gestion chez Airbus ou Thales, parce qu'en fait, il faut être ingénieur. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, il y a aussi cet aspect-là, c'est d'aller chercher les talents là où ils sont. Et finalement, travailler sur cette autocensure-là, je pense que c'est un véritable défi. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi sur les métiers techniques, bien évidemment, des ingénieurs jusqu'aux métiers véritablement opérationnels. Mais il y a aussi toutes ces fonctions support-là qui sont importantes et qui permettraient aussi de montrer à tout le monde que le transport aérien, l'aéronautique, c'est dans le quotidien de tout le monde. Que n'importe qui peut travailler dans ce secteur. Complément, Mathieu, là, sur ce que vient de dire Paul? Oui, un complément peut-être en prenant l'autre pendant, les managers d'entreprise, le pendant des actionnaires en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait de revitaliser le rêve, on parlait d'attirer des gens pour nourrir ce rêve et le matérialiser. Encore faut-il qu'il dure. Et pour rendre de nouveau attractif l'aéronautique, donc cette notion d'innovation, de nouvelles frontières à dépasser est fondamentale, mais il ne faut pas décevoir non plus. Et pour ne pas décevoir, il faut durer. Et pour durer, il faut être financé. Et là, on a un hiatus dans le secteur, c'est qu'on a un secteur qui est un obstacle à l'innovation, au rêve, enfin à l'attraction de la jeunesse, qui est le coût d'innovation qui est très très élevé.
Un programme, alors chez Airbus, chez Boeing, c'est des milliards d'euros, et chez un avionneur d'aviation générale, c'est des centaines de millions d'euros. C'est un temps long, il faut 5 ans, 6 ans pour sortir un programme, pour le certifier, et qui aujourd'hui, en fait, on a un problème, en tout cas en Europe, on n'a pas de venture capitaliste de long terme. Donc on n'a pas d'acteurs qui soient capables d'assumer des financements aussi importants avec des paybacks aussi lointains. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont les grands groupes aéronautiques ou via les subventions de l'État. Et c'est un petit peu antinomique du côté dynamique et innovation qu'on peut imaginer quand on est un jeune diplômé. Et donc on a un sujet, je trouve, au-delà des RH, on a un sujet du côté d'une autre ressource clé, qui est le cash, et qui est le financement. Et il faudra trouver sans doute une solution innovante pour bridger ce financement d'innovation dans l'aéronautique, en tout cas en Europe. On va approfondir un petit peu ça. Selon vous, quelles sont les évolutions sociales et environnementales que le secteur aérien doit prendre en compte pour attirer à nouveau les jeunes? Nous avons déjà entendu depuis ce matin beaucoup de choses, évidemment, y compris de la part de jeunes très très engagés. Mais votre analyse d'économiste nous intéresse alors que nous sommes à la croisée des chemins. Comment décrire ces nouveaux business models? C'est ce que vous disiez à l'instant, Mathieu, de nouveaux business models corrélés à la décarbonation. Donc, quels nouveaux modes de management doivent être mis en place pour répondre aux nouvelles attentes? Les solutions sont-elles les mêmes selon que l'on parle de grosses structures, de microstructures, d'ETI industrielles? Et enfin, quid de l'agilité de l'écosystème du transport aérien face aux défis de l'innovation? Alors, j'ai dit, il est structurellement rigide du point de vue technique, de la façon dont développer les programmes et le coût des programmes. Donc, il va y avoir un souci là-dessus, effectivement, à régler. On voit que pour les plus petites entreprises, le financement va être clé. Pour les grands groupes, ça va être plutôt l'intrapreneuriat et la capacité à faire germer des entités qui ne vont pas jouer avec les mêmes règles du jeu. Alors c'est vrai pour le transport aérien, l'aéronautique, mais pour tout vous dire, c'est vrai dans tous les secteurs industriels. Dès que vous êtes dans un grand groupe, vous mettez des contraintes sur les structures innovantes qui font qu'elles ne peuvent pas innover. C'est presque structurel, malheureusement. Vous leur mettez des contraintes de rendement, de rentabilité, de reporting, etc., qui font qu'elles sont relativement inhibées. Donc il va falloir être capable d'innover, de financer ces structures, de les laisser vivre si c'est en l'intérieur des grands groupes. Et cette logique de prise de risque et d'entrepreneuriat, ça va demander de l'audace managériale, de l'audace actionnariale, et sans doute de l'audace réglementaire aussi. Parce que on parle du temps des pionniers, on parle de redevenir des pionniers, de repousser les frontières. Les pionniers de l'aviation l'ont fait dans un cadre qui n'était pas aussi contraignant. Et donc il va falloir relâcher les contraintes. Et ça, c'est quelque chose que l'industrie va devoir sans doute faire dans les 10 ans qui viennent pour stimuler encore plus qu'aujourd'hui l'innovation, attirer encore plus des gens qui sont entrepreneurs et innovants. Et bien entendu, les contraintes se referment toujours un jour. L'idée, c'est pas de relâcher ad vitam aeternam, mais en tout cas, sur les structures innovantes, d'imaginer des modes de financement et de contraintes alternatifs. Vous avez des exemples de resserrement de contraintes? Ou de desserrement. Non, mais par exemple, on voit dans l'espace, on a permis quand même à des sociétés de micro-lanceurs qui pullulent, en Espagne, en Allemagne, en France, et puis en Nouvelle-Zélande et ailleurs, de se lancer, d'essayer. Elles ont un champ d'expérimentation extrêmement fort. Aujourd'hui, vous êtes dans l'aéronautique, vous voulez sortir un nouvel avion, ne serait-ce qu'un biplace ou un quadriplace, vous faites face à des contraintes de normes de sûreté et de sécurité en l'occurrence, extrêmement importantes. Ce qui est tout à fait compréhensible, je veux dire, in fine, il faut que le produit le soit. Mais comment est-ce qu'on arrive à innover? On voit qu'aux États-Unis, vous prenez Joby, qui fait des eVTOL, sans parler de l'avenir de ce secteur dont on peut débattre, mais typiquement, leur premier client, c'est l'armée américaine. Ils ont vendu 150 machines. En fait, ça leur permet de faire un terrain de jeu et de tester leur
leur outil, leur machine, et puis demain, la machine civile apprendra beaucoup de ça. Donc ces ponts-là sont très importants, et on voit qu'il y a des secteurs ou des sous-écosystèmes qui arrivent à desserrer un petit peu les contraintes. Merci Paul sur ces... Je partage tout à fait l'analyse de Mathieu. En fait, ce qui est problématique, ce qui est difficile, c'est qu'on est dans un secteur qui a fonctionné au cours à minima des 3 dernières décennies de manière très incrémentale, qui est dans une optique d'optimisation économique, d'optimisation de la sécurité. Et en fait, cette approche incrémentale, cette approche de sécurisation du risque, de minimisation du risque, elle est antinomique de l'innovation. L'innovation, par définition, c'est prendre des risques. Et c'est compliqué à l'intérieur d'une grande structure de demander à son service de R&D d'innover, mais tout en leur demandant des KPI super stricts tous les 6 mois parce qu'il faut reporter. Et finalement, en fait, on va casser l'initiative. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la majorité des jeunes acteurs finalement de l'aérien, de l'aviation électrique par exemple, ce sont des anciens d'Airbus, de Safran qui sont sortis parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire à l'intérieur des grands groupes. Alors attention, je ne jette pas la pierre aux grands groupes, c'est la situation dans laquelle les grands groupes sont est difficile. Mais c'est compliqué de trouver justement cet équilibre, cette ambidextrie entre exploration, exploitation d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui est pas évident. Et pour finalement, sur la question de l'attractivité pour les jeunes, est-ce que l'incrémental, ça fait rêver ? C'est une vraie question. Imaginez, vous avez 20 ans, vous sortez d'une grande école d'ingénieurs et on vous dit, tu vas travailler et on espère que d'ici 5 ans, tu auras réduit de 3% la consommation de ton réacteur. Ça ne fait pas du tout rêver. Et donc, résultat, il y a aussi un enjeu de se dire il faut avoir des projets qui sont fédérants, qui sont suffisamment radicaux en termes de changement pour pouvoir attirer ces talents-là. Alors, bien évidemment, quand on est un Airbus, quand on est un Thales, un Safran, c'est facile d'attirer des jeunes. Il y en a énormément et on n'a pas de difficulté à remplir. Mais la question, c'est plutôt pour les fournisseurs de rang 1, les fournisseurs de rang 2, de rang 3, où là, pour le coup, ce sont des entreprises qui ont un taux de notoriété qui est très, très faible et qui, pour le coup, vont avoir du mal à les attirer. Donc là, pour le coup, la question de l'attractivité, elle se pose. Et encore une fois, en arrivant à faire adhérer à un projet qui peut leur donner l'impression qu'ils peuvent réellement faire changer les choses. Oui, et puis il faut sans doute aussi que le secteur aérien apporte des réponses aux aspirations de la société. Donc notre dernière question, c'est vraiment plus large, c'est comment convaincre la jeunesse dans son désir d'avenir de l'indispensable convergence des aéromobilités durables et de la solidarité des territoires. Autrement dit, en quoi l'écosystème du transport aérien est-il une réponse à une attente sociale, à une société désirable qu'il faut d'abord connaître et mieux comprendre. Et donc, la notion même de mobilité n'est-elle pas en même temps contestée ? Et puis, enfin, pour reboucler la boucle, expression terriblement aéronautique, pour reboucler la boucle par rapport à notre point de départ, que faire pour faire évoluer notre modèle mental ? Comment communiquer ? Allez, je me lance. Je vais rebondir sur le mot mobilité. La mobilité, c'est un des droits fondamentaux. C'est dans la Constitution. Et en France, vous pouvez vous déplacer librement, aller d'un point A à un point B comme vous voulez. C'est un droit fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça un droit des droits, parce que c'est aussi derrière, c'est le droit à travailler, c'est le droit à la culture, c'est le droit à accéder aux loisirs. Enfin, la mobilité, c'est un des droits qui vous permet d'accéder à d'autres droits. Donc la mobilité, c'est absolument fondamental. C'est un des marqueurs de nos démocraties. C'est quelque chose qu'on a gagné à l'échelle nationale. C'est quelque chose qu'on a gagné à l'échelle continentale avec l'espace Schengen. C'est quelque chose qui se déployait de plus en plus à l'échelle internationale et qui là a tendance à, entre guillemets, un petit peu se faire grignoter. Mais ce droit fondamental, il est très important parce que si on y touche, on touche derrière à l'essence de nos sociétés et de nos démocraties. Donc il est extrêmement important de préserver cette mobilité. Aujourd'hui, le débat climatique, il exacerbe justement le débat et fait qu'on pourrait être tendance à rogner, voire contraindre très très fortement cette mobilité. Et là, on va être sur une crête très compliquée parce que derrière la mobilité, il se joue d'autres choses.
C'est pas uniquement aller d'un point à un point bas, c'est vraiment fondamentalement un des piliers de nos sociétés. Alors il va falloir préserver cette mobilité. Il va falloir peut-être effectivement quand même avoir des signaux prix ou des messages de sobriété, certes, mais il va falloir faire savoir les progrès technologiques et techniques que l'on fait. Il va falloir faire savoir ce que cette mobilité apporte de plus aux hommes et aux sociétés. Et il va falloir communiquer beaucoup plus sur le plus que le moins. Depuis 3-4 ans, on communique beaucoup sur le moins. Il va falloir moins faire ci, moins faire ça. Il faut moins de ci, moins de ça. Les hommes et les politiques, les décideurs qui vont prendre des décisions, ils n'aiment pas annoncer du moins. Ils aiment annoncer du plus. Ils aiment annoncer du mieux. Et on aime tous entendre du plus et du mieux. Donc, il va falloir faire savoir tout ce que l'industrie a fait, certes, mais peut permettre de faire si on accélère, plutôt que de la freiner et de la restreindre. Et donc sans doute mieux incarner, mieux projeter avec des images et être dans une logique de plus et pas de moins. Je partage totalement l'analyse de Mathieu. Et ce qui est compliqué, c'est que alors, le secteur aérien dans son ensemble a fait beaucoup de progrès. Jusqu'en 2019-2020, cette problématique des enjeux environnementaux et de la communication sur les enjeux environnementaux, elle était quasiment absente dans la communication des entreprises. Ça s'est bien amélioré depuis. En 2019, j'aurais jamais parié que ce serait le sujet majeur en termes de communication. Pour autant, la communication que l'on a actuellement dans le secteur, elle est chiffrée. C'est-à-dire qu'elle est à base de statistiques, c'est finalement moins 25% de consommation d'un moteur tous les 15 ans, c'est l'atteinte de X%. C'est super intéressant, mais concrètement, c'est froid. Ça ne parle qu'à des ingénieurs, ça ne parle qu'à des personnes qui aiment les chiffres. Alors, à titre individuel, j'adore les chiffres, mais ce n'est pas du tout le cas de la majorité des Français. Et en fait, on a actuellement du mal à convaincre la majorité des Français parce qu'on leur parle de manière scientifique, on leur parle de manière froide. Et c'est normal puisque la majorité des acteurs du secteur aérien ont un background scientifique. Donc ça fait partie de leur ADN. Mais maintenant, en fait, comme le dit Mathieu, il faut communiquer sur du plus, il faut communiquer sur des histoires, sur la plus-value que représente le transport aérien. En fait, le meilleur moyen de communiquer sur le transport aérien, c'est de se dire, demain, on interdit tous les avions. Là, je vois quelques têtes se lever en se disant, mais c'est qui ce fou furieux ? Mais que serait un monde sans avions ? Qu'est-ce qu'on y perdrait ? On l'a vécu pendant la période du Covid. On l'a vécu pendant la période du Covid, exactement. Et finalement, qu'est-ce que ça a empêché de faire ? Ça a empêché de voir ses proches, ça a empêché tout un tas de déplacements, ça a empêché des échanges internationaux pour les élèves, ça a empêché énormément de choses. Et finalement, ce que ça nous a rappelé, c'est qu'on avait tous besoin de voyager. Les chiffres actuels du transport aérien, la croissance qu'on a sur l'été 2023, l'été 2022, c'est du rattrapage de toute cette frustration qu'on a eue pendant les dernières années. Donc c'est bien la preuve que ça fait partie de nous. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Les chiffres, c'est important, c'est ce qu'il faudra communiquer aux investisseurs, aux journalistes, etc. Mais ce n'est pas avec des chiffres qu'on arrivera à convaincre les consommateurs, les citoyens, c'est en y mettant des émotions. Alors, un dernier mot, peut-être, Mathieu ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette assemblée parce que, en arrière-fond de ma question, c'est une question iconoclaste, en fait. Communiquer, n'est-ce pas d'abord écouter ? Et est-ce que l'écosystème du transport aérien écoute assez pour arriver à ce que Paul Chiambaretto nous propose ? Je ne sais pas s'il écoute assez, en tout cas je pense qu'il a entendu, parce que les messages ont été forts. Donc je pense que l'écosystème a entendu. Non, un dernier mot, je trouverais pionnier, parce qu'en fait, il faut retrouver cet esprit pionnier et pas effectivement d'optimisateur. Il faut quitter l'optimisation et retrouver l'exploration. Voilà, merci à vous deux. Les économistes ont montré que c'était aussi des progressistes et des formateurs de pionniers pour le monde de demain. Merci à vous deux.